tous les étudiants. Donc, comme je vous avais promis, on va essayer de reprendre ensemble le programme d'enseignement. Je vous propose aujourd'hui pour le groupe de 4e année donc de terminer, si vous vous rappelez la dernière fois, donc on avait initié un petit peu plutôt initié, on avait bien avancé sur le cours des troubles du rythme. Il nous restait un tout petit chapitre en matière de troubles du rythme ventriculaire. Et puis il nous restait à faire ensemble le cours des traitements antiarythmiques. Donc voilà, je vous propose de revoir un petit peu tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien, vos familles aussi. Il faut faire ce qu'il faut durant cette crise. Votre rôle, comme je vous l'ai dit, c'est d'être étudiant, de bien étudier votre médecine. Vous êtes les médecins de demain. Et malgré tout, la crise indienne ne doit pas vous empêcher de continuer vos études, de faire l'effort qu'il faut. On verra tout à l'heure, au fur et à mesure de l'évolution de cette épidémie, avec la tutelle, quel sera le devenir de l'année universitaire, etc. Maintenant, il est dans notre devoir de continuer notre enseignement, de continuer nos cours, et on verra comment les choses vont évoluer. J'espère que tout ira bien pour vous ainsi que pour l'ensemble des membres de vos familles, de vos proches et de vos amis. Alors, bien. Donc, si vous vous rappelez, on avait parlé dans le cours des troubles du rythme qu'il s'agissait de deux entités différentes, les extrasystoles. Les extrasystoles, on a dit que c'était des activités électriques prématurées qui survenaient avant le moment auquel on les attendait. Et puis les troubles du rythme, et on avait vu qu'il y avait différents étages. Tout d'abord, pour les extrasystoles, comme je l'ai dit, c'est une activité électrique prématurée qui prend naissance à n'importe quel étage du cœur. Elle peut être conduite ou non. On avait parlé de cette fameuse pause post-extrasystolique. Donc elle peut être suivie ou non d'un repos. Elle peut être ressentie sous forme d'un battement, d'une douleur ou d'une gêne thoracique. Les tachycardies, quant à elles, ce sont plutôt une accélération du rythme cardiaque qui va se maintenir dans le temps, qui peut avoir une clinique variable, peut être asymptomatique, simple palpitation, collapsus, voire même mort subite. Elle peut survenir de n'importe quel étage du cœur, donc sinusal, atrial, jonctionnel et ventriculaire. On avait parlé de cette fameuse règle, autant d'ondes P que de QRS, plus d'ondes P que de QRS, autant de QRS que d'ondes P pour la tachycardie jonctionnelle, et puis plus de QRS que d'ondes P pour la tachycardie ventriculaire. Donc, on avait commencé tout d'abord par l'étage auriculaire, on avait parlé des extrasystoles auriculaires, activité prématurée qui prend naissance au niveau de l'oreillette. Donc, pour rappel, si on regarde sur cette ECG, onde P qui donne un QRS, onde P qui donne un QRS, onde P qui donne encore un QRS, une onde P ici qui donne un QRS, sa particularité. Donc, si on voit le cycle classique, elle aurait dû être ici. Donc, c'est une onde P qui est prématurée, c'est une activité électrique prématurée qui a pris naissance au niveau de l'oreillette, qui a engendré un QRS. Je vous avais dessiné sur le tableau, si vous vous rappelez, l'exemple de cette fameuse onde P extrasystolique qui survient en période réfractaire du nœud auriculo-ventriculaire et qui n'est pas conduite vers le ventricule et qui va nous donner l'impression d'avoir une pause, donc une onde P qui n'est pas suivie d'un QRS. Et on avait dit que le diagnostic différentiel, c'était le BAV de deuxième degré. S'agit-il d'un blocage habituel standard, donc de l'onde P, ou s'agit-il plutôt d'une extrasystole auriculaire tellement prématurée qu'elle tombe en période réfractaire du nœud auriculo-ventriculaire? Et on avait donné cette astuce du cycle PP. Donc si l'onde P qui est bloquée tombe à l'endroit où est censée tomber cette onde P, il s'agit d'une onde P normale qui n'a pas été conduite et par conséquent le nœud auriculo-ventriculaire pose problème, il est censé conduire à ce moment-là, il n'a pas conduit, il s'agit plutôt d'un BAV de deuxième degré. Par contre, si l'onde P est prématurée, qu'elle soit conduite ou pas, il s'agit d'une extrasystole. On avait ensuite parlé, je pense, des tachycardies atriales ou auriculaires. On avait parlé de la tachycardie la plus fréquente, qui était la fibrillation auriculaire. Grossièrement, on avait dit qu'il y avait de la dilatation de l'oreillette gauche, de la fibrose. La fibrose va gêner la conduction électrique. Elle va fragmenter cette petite électricité qui prend naissance du nœud sinusal en 300 à 600 électricités qui vont traverser un labyrinthe de fibrose à l'intérieur d'une oreillette dilatée. On avait extrapolé donc à la fibrillation aiguë, où il ne s'agit pas de fibrose, mais de réaction inflammatoire qui s'interpose entre les cellules et qui gêne la conduction d'électricité. Dans tous les cas, cette électricité qui se perd aura deux conséquences. Un, l'oreillette ne se contracte plus, donc risque d'événements thromboemboliques. Deux, le deuxième problème, c'est le problème hémodynamique. On n'a pas de systole auriculaire, donc on a un mauvais remplissage du ventricule. Par la suite, il s'agit d'une tachycardie, le ventricule a une fréquence accélérée, donc il a une durée de diastole qui est réduite, double altération du remplissage ventriculaire et par conséquent, baisse du débit cardiaque.
On avait dit à partir de là, l'aspect électrique de la RFA que voici, donc disparition de l'onde P remplacée par une trémulation de la ligne de base, une réponse ventriculaire qui est irrégulière et anarchique. Deux possibilités, soit on maintient le patient en fibrillation auriculaire, on lui évite les deux complications par un traitement anticoagulant, et on avait parlé du score CHAS-VASc, et par un ralentissement de la fréquence pour allonger la durée de la diastole et améliorer le remplissage ventriculaire. Et on avait parlé des bêta-bloquants et ou de la digoxine. Deuxième possibilité, remettre le rythme en sinusale et faire ce qu'on appelle une cardioversion qui peut être médicamenteuse et ou électrique. Et on avait dit, Dieu nous a créé en rythme sinusal. L'idéal, c'est de revenir en rythme sinusal. On avait parlé des deux conditions sine qua non. Un, la dilatation de l'oreillette. Plus l'oreillette est dilatée, plus il y a de la fibrose, plus la fibrillation va réapparaître. Deux, l'âge des patients. Je vous avais parlé de cette étude affirme, je vous ai dit que pour votre examen, il ne fallait pas la retenir. L'étude affirme qui conclut dans les grandes lignes que plus on est âgé, moins on a besoin de cette systole auriculaire, plus on est jeune, plus on aura besoin de cette systole auriculaire. On a parlé ensuite du flotteur auriculaire et de la crista terminalis que voici. Je vous rappelle, on avait dit que c'était un monticule de fibrose autour duquel l'électricité va tourner. Elle descend quasi parallèlement à D2, D3 et AVF. Elle va dessiner une ascension très rapide. Ensuite, l'électricité contourne à ce niveau-là et remonte avec une certaine ondulation par rapport à D2, D3 et AVF. La négativité sera moins prononcée. Premier tour, le nœud AV bloque. Deuxième tour, le nœud AV bloque. Et le troisième tour, le nœud AV laissera passer un QRS. Et ça va nous donner cet aspect en toit d'usine ou en dents de scie. Même raisonnement que la fibrillation auriculaire. Donc, soit le patient reste en flotteur, il finit par dilater ses cavités, il passe en fibrillation, soit on le remet en sinusale. L'aspect électrique du flotteur, le voici, donc le fameux aspect en dents de scie ou en toit d'usine. Durant le cours, ou à la fin du cours, un des étudiants m'avait parlé de la régularité du flotteur et je vous ai dit, on peut avoir des flotteurs dans leur forme typique commune qui sont réguliers, comme on peut avoir des flotteurs atypiques où on peut avoir une irrégularité. Donc, par exemple, on aura 2 toits d'usine, un QRS, ensuite 3 toits d'usine, un QRS, 4 toits d'usine, un QRS, mais dans tous les cas, l'intervalle entre les QRS peut changer avec un multiple de toits d'usine. Ça sous-entend 1, 2, 3 circuits auriculaires, un QRS, ensuite 2 seulement circuits auriculaires, un QRS, et ainsi de suite. Il y aura une périodicité qu'on ne retrouve jamais dans la fibrillation auriculaire. On a ensuite parlé de la tachycardie jonctionnelle, on avait haussé un petit peu le niveau et on avait dit que le nœud AV n'était pas une boule simple, il y avait 2 chemins à l'intérieur, une voie lente avec une période réfractaire courte, une voie rapide avec une période réfractaire longue. En temps normal, on vit tous sur notre voie rapide, l'électricité du nœud sinusal va emprunter les 2 chemins, le IS est plus rapidement dépolarisé par la voie rapide par rapport à la voie lente. Lorsqu'on a une extrasystole qui est très prématurée, elle arrivera à un moment où les 2 voies seront encore en période réfractaire, elle sera bloquée, ce que je vous ai dit au départ. Si cette extrasystole n'est pas très prématurée, elle peut emprunter les 2 chemins, le IS sera toujours dépolarisé par la voie rapide. Par contre, on peut avoir une extrasystole, comme on l'a dit durant le cours, vicieuse, qui va arriver à un moment donné où la voie rapide est encore en période réfractaire. Par contre, la voie lente est sortie de sa période réfractaire. Cette électricité s'engagera dans la voie lente, elle perd du temps parce que c'est une voie lente. Arrivée en bas, elle va dépolariser le faisceau de IS et engendrer un QRS, mais elle trouvera aussi la voie rapide sortie de sa période réfractaire. Elle va remonter par la voie rapide, déclencher une onde P qu'on appelle onde P rétrograde ou inversée parce qu'elle viendra du nœud AV vers le sommet des oreillettes et non pas du sommet des oreillettes vers la base. Et cette électricité va tourner à l'intérieur du nœud auriculo-ventriculaire et déclencher ce qu'on appelle une tachycardie jonctionnelle. On verra ces ondes P qui viendront après le QRS, et puis ces ondes P seront négatives en D2, D3 et AVF, c'est-à-dire qu'elles viennent de bas en haut et non pas de haut en bas. On les appelle ondes P rétrogrades. On avait parlé aussi de la fameuse voie accessoire. On a dit que durant la vie embryonnaire, le myocarde auriculaire et ventriculaire sont largement en contact. Petit à petit, l'anneau fibreux se forme et se totalise. Il peut persister des vestiges de cette... Comme je vous disais, donc, il peut persister chez certains patients des vestiges donc, de cette jonction musculaire qui vont former la fameuse voie accessoire. Dans cette tachycardie jonctionnelle par voie accessoire, l'électricité va descendre, comme on l'a vu tout à l'heure, suite à une extrasystole prématurée par la voie lente. Elles vont traverser et dépolariser le myocarde ventriculaire,
pour remonter par la suite par cette voie accessoire. L'aspect de la tachycardie sera le même, on aura un QRS fin qui sera suivi d'une onde P rétrograde qui viendra de bas en haut, donc qui va fuir D2, D3 et AVF, qui va se dessiner en négatif sur D2, D3 et AVF. Comment différencier ces deux tachycardies, donc jonctionnelle par réentrée intranodale et par voie accessoire? L'aspect de la tachycardie est sensiblement le même. Comment on les différencie? C'est essentiellement sur ce délai entre le QRS et la prochaine onde P rétrograde. Clairement, lorsque la remontée se fait uniquement à l'intérieur du nœud AV, l'onde P rétrograde sera collée au QRS. Par contre, si la remontée se fait par une voie accessoire, ce délai prendra beaucoup plus de temps parce que l'électricité va devoir traverser le myocarde ventriculaire pour pouvoir remonter par la voie accessoire. Et globalement, quand on avait fait le cours, je vous avais parlé de cet intervalle de 60 et 80 millisecondes. Moins de 60, c'est une rime, plus de 60, c'est une voie accessoire. Entre les deux, on ne sait pas, c'est ce qu'on appelle la zone grise. Donc, si on est face à une tachycardie jonctionnelle et qu'on n'arrive pas à trancher sur la durée du RP', sur son caractère intranodal ou par voie accessoire, on va voir l'aspect du QRS à la fin et à l'arrêt de la tachycardie. En fait, quand on n'a pas de voie accessoire, s'il n'y a que le nœud AV, l'électricité née du nœud sinusal traverse le nœud AV, elle subit un ralentissement avec un PR qui fait 0,12 à 0,20, puis se divise sur les deux branches pour donner un QRS fin. Quand on a la voie accessoire, la naissance de la tachycardie, plutôt de l'électricité en dehors de la tachycardie se fait du nœud sinusal. Cette électricité qui descend du nœud sinusal va trouver deux chemins et elle va se diviser sur deux chemins pour descendre dans le ventricule. La voie accessoire étant plus rapide que le nœud auriculoventriculaire, le QRS apparaîtra plus tôt que d'habitude. Plus tôt que d'habitude, ça veut dire que le PR sera court inférieur à 0,12. Sauf que cette électricité ici n'est pas distribuée par un câble, mais elle va cheminer de proche en proche. De proche en proche, ça veut dire que la partie initiale du QRS, celle qui s'est dépolarisée précocement, aura une ascension lente de proche en proche, de telle sorte à ce qu'elle va perdre du temps. Et l'électricité qui a fini par traverser le nœud AV finit par gagner du terrain et dépolariser le reste du ventricule grâce au câble qui est une conduction rapide. Le QRS deviendra par la suite plus rapide et donc il dessinera cette fameuse cassure. Cet aspect de PR court et d'empattement qu'on appelle onde delta, empattement du pied du QRS associé à cette tachycardie signe le syndrome de Wolff-Parkinson-White et signe que cette tachycardie s'est faite par voie accessoire et non pas par réentrée intranodale. Tachycardie jonctionnelle, QRS suivi d'une onde P rétrograde, RP' inférieur à 60 intranodale, RP' supérieur à 80 voie accessoire, entre 60 et 80, je vois l'aspect électrique à la fin de la tachycardie. Voici donc un électrocardiogramme où on voit clairement cette onde delta et ce PR qui est. On avait abordé ensuite l'étage ventriculaire, on avait vu d'abord les extrasystoles ventriculaires, donc activité électrique prématurée, qui prend naissance dans le ventricule cette fois-ci, qui peut être banale, isolée, on peut tous en faire. Par contre, elle peut présenter certains critères de gravité, à savoir le nombre anormalement fréquent, plus de 6 par minute. L'aspect polymorphe, ça veut dire qu'il y a plusieurs zones du myocarde qui s'ouvrent. L'aspect en salve, et surtout s'il y a une cardiopathie sous-jacente. Ça, c'est des signes de gravité des extrasystoles. Voici une extrasystole ventriculaire isolée. Voici une salve d'extrasystole ventriculaire. Et voici un trigéminisme de QRS normaux, une extrasystole, de QRS normaux, une extrasystole. Anormalement fréquente versus isolée. Si ce patient n'a pas de cardiopathie sous-jacente, cette extrasystole est de meilleur pronostic que ces deux aspects. Ensuite, on a vu les tachycardies ventriculaires. On a dit qu'il fallait plutôt parler de tachycardie à QRS large. Face à une tachycardie à QRS large, première question qu'on se pose, tolérance hémodynamique. C'est la même question qu'on se pose même face à une tachycardie à QRS fin. Si elle est bien tolérée hémodynamiquement, on a le droit de raisonner, de se poser des questions. Si elle est mal tolérée hémodynamiquement, on prend son défibrillateur, on choque, on arrête la tachycardie. Donc, admettons que cette tachycardie est bien tolérée hémodynamiquement, le raisonnement 1, s'agit-il d'une tachycardie plutôt supraventriculaire, l'élargissement du QRS est expliqué par un bloc de branche, ou plutôt d'une tachycardie à naissance ventriculaire. L'étape suivante, c'est de réaliser des manœuvres vagales. Si la tachycardie se ralentit seulement à la manœuvre vagale,
qu'elle réapparaît à l'arrêt de la manœuvre vagale, ça veut dire qu'elle est jonction, plutôt auriculaire, et donc notre manœuvre vagale a aidé la jonction à ralentir la réponse ventriculaire. En arrêtant la manœuvre vagale, la tachycardie reprend. Si la tachycardie s'arrête à la manœuvre vagale, c'est-à-dire qu'elle est jonctionnelle, si la manœuvre vagale n'a aucun effet sur la tachycardie, soit elle est ventriculaire, soit qu'on a mal fait la manœuvre vagale, soit que le cœur du patient est insensible au nerf. Ensuite, on arrive à cette étape, donc tachycardie à QRS large bien tolérée, manœuvre vagale n'ayant pas pu trancher, on arrive à l'utilisation de notre algorithme. Tout d'abord, on voit s'il y a plus de QRS que d'entrée. Si c'est le cas, il s'agit d'une tachycardie ventriculaire. Si ce n'est pas le cas, je vais voir l'aspect de ma tachycardie en AVR. Si le QRS est positif en AVR, il s'agit d'une TV. S'il n'est pas positif en AVR, je vais voir si la morphologie est différente du bloc de branche. Je vous rappelle, on avait dit bloc de branche, c'est un lapin grossièrement avec deux oreilles. Donc, si la tachycardie a une morphologie différente du bloc de branche, la seule explication de l'élargissement du QRS, c'est la naissance ventriculaire. Si la tachycardie ressemble au bloc de branche, un lapin qui a deux oreilles, je vais aller voir l'oreille initiale et l'oreille terminale. L'oreille initiale fine, l'oreille terminale large, conduction dans le câble, puis dans le muscle. Donc il y a bloc de branche, donc c'est une tachycardie supraventriculaire avec bloc de branche. Les oreilles sont d'emblée larges, c'est-à-dire que la naissance s'est faite d'emblée dans le muscle. Voici globalement ce que je disais, donc plus de QRS que d'entrée, vous le vérifiez sur votre CG. Ensuite, vous voyez AVR, c'est la seule électrode qui fuit, ou plutôt qui est dirigée vers l'intérieur des cavités cardiaques. Pour que le QRS soit positif en AVR, il faut qu'il vienne de la pointe vers la base du cœur, donc la tachycardie ne peut être que ventriculaire. Par contre, si le QRS fuit AVR, il peut venir d'en haut, donc tachycardie supraventriculaire, ou il peut venir de la base du cœur, donc tachycardie ventriculaire. Un aspect négatif en AVR ne tranche pas. Si on a un aspect négatif en AVR, l'étape suivante, c'est de vérifier si la morphologie ressemble ou pas au bloc de branche. Pour rappel, cette morphologie se voit en V1, V2 pour le bloc de branche droit, en V5, V6 pour le bloc de branche gauche, avec cette négativité qui est beaucoup moins marquée. On avait dit que c'était le VD qui provoquait ça. Il n'a pas assez de puissance électrique, donc on aura plutôt un crochetage de cette onde R plutôt qu'une onde négative comme on le voit ici. Si la morphologie ne ressemble pas à ça, c'est une tachycardie ventriculaire. Si vous avez cette morphologie, vous regardez QRS fin puis large, TSV avec bloc de branche, QRS d'emblée large, naissance d'emblée dans le muscle, donc tachycardie ventriculaire. On avait pris cet exemple-là, en admettant que cette tachycardie est bien tolérée hémodynamiquement, on a réalisé une manœuvre vagale au patient qui n'a rien fait pour la tachycardie. On initie notre algorithme, plus de QRS que d'onde P, on n'arrive pas à vérifier ça, c'est très rapide. Aspect de QRS en AVR, on voit qu'il est positif. Un QRS qui est positif en AVR, ça veut dire que c'est une tachycardie ventriculaire. La principale étiologie des tachycardies ventriculaires, c'est la cardiopathie ischémique, à sa phase aiguë par l'ischémie, l'œdème qu'elle provoque, à sa phase tardive par la fibrose, la nécrose qu'elle provoque. Ensuite, on s'était arrêté là, le cours, si vous vous rappelez, il nous restait à avoir deux entités qui sont la torsade de pointe et la fibrillation ventriculaire. Concernant la torsade de pointe, il faut savoir qu'une torsade de pointe est égale à une hétérogénéité des périodes réfractaires au sein même d'une zone myocardique. Maintenant, à l'intérieur du myocarde ventriculaire, il y a des zones qui ont une période réfractaire plus longue que les autres. Lorsqu'une extrasystole arrive, à un moment où certaines zones du myocarde ventriculaire sont sorties de leur période réfractaire, par exemple ces zones-là, alors que le reste des zones ventriculaires sont encore en période réfractaire, qu'est-ce qui va arriver? Cette électricité sera captée par cette zone qui va se dépolariser. La zone qui lui est voisine va sortir de sa période réfractaire, la dépolarisation ira dans ce sens, puis dans ce sens, et progressivement les zones du myocarde vont sortir de leur période réfractaire, et vous voyez cette dépolarisation qui tourne, comme on le voit ici, qui tournoie à l'intérieur du myocarde ventriculaire. Qu'est-ce qui se passe si on place une électrode ECG ici? La dépolarisation qui est là, elle est loin de l'électrode, puis petit à petit, elle se rapproche de cette électrode, donc on voit que le QRS deviendra de plus en plus grand, et puis cette dépolarisation ou ce mouvement électrique s'éloigne progressivement de l'électrode, le QRS aura tendance à... Le mouvement électrique sera loin, il se rapprochera progressivement de cette électrode ECG, puis il s'en éloignera progressivement. On verra sur l'ECG des accidents électriques qui vont grandir petit à petit, plus l'électricité se rapproche de l'électrode, plus ils deviendront grands, plus l'électricité s'éloignera de l'électrode, plus
votre QRS deviendra petit et on aura cette impression de fuseau qui donne son nom à cette tachycardie qui est la torsade de pointe. Les principales étiologies d'une torsade de pointe, ce sont toutes les grandes bradycardies qui vont démasquer cette hétérogénéité des périodes réfractaires, les hypokaliémies, le potassium étant l'ion repolarisant. Ce manque de potassium va démasquer cette hétérogénéité de repolarisation et donc de période réfractaire. Certains médicaments peuvent provoquer cette hétérogénéité, mais aussi une origine congénitale a été décrite, telle que le syndrome du QT lent congénital, où on va avoir des mutations sur les gènes qui codent pour les canaux ioniques des différents ions qui participent à la dépolarisation, mais aussi à la repolarisation, qui vont faire que certaines zones vont se dépolariser plus vite ou moins vite, ou se repolariser plus vite ou moins vite que les autres, provoquant ainsi une hétérogénéité de la repolarisation et des périodes réfractaires au sein même d'une épaisseur myocardique ventriculaire. Comment on va traiter ces patients-là? On évite le choc électrique externe, on va voir qu'on peut traiter de façon plus simple, soit en donnant l'ion repolarisant pour permettre à ces cellules fainéantes qui se repolarisent tardivement de se repolariser plus tôt que d'habitude. On va perfuser du potassium et du sulfate de magnésium, ou bien en accélérant le rythme cardiaque en utilisant de l'isuprène versus la stimulation électrique, en accélérant le rythme du cœur. On va obliger plutôt toutes les cellules ventriculaires à raccourcir leur période réfractaire jusqu'à aboutir à une période réfractaire identique au niveau du myocarde ventriculaire et faire en sorte que l'ensemble de ces cellules reçoivent l'ordre de dépolarisation en même temps, se dépolarisent et se repolarisent quasiment en même temps et éviter cet échange électrique, ce qui se passe en temps normal dans une torsade. Une zone va capter cette dépolarisation d'extrasystole parce qu'elle est sortie de sa période réfractaire et les autres ne le sont pas encore. Ensuite, cette électricité, comme je l'ai dit, va tournoyer à l'intérieur du myocarde ventriculaire. En homogénéisant ces périodes réfractaires, on arrêtera ce phénomène et on arrêtera cette tachycardie. Quatrième et dernier chapitre des troubles du rythme ventriculaire, c'est la fibrillation ventriculaire qui nous fait froid dans le dos. Un tracé électrique d'une fibrillation ventriculaire, comme vous le voyez, pas d'onde P, pas de QRS, pas d'onde T, tout est remplacé par un tracé sinusoïdal de l'ECG. Comme on l'a vu dans la fibrillation auriculaire, dans une fibrillation ventriculaire, le cœur ne se contracte plus, le ventricule ne se contracte plus, il tremble, le patient est en état de mort apparente par arrêt circulatoire. Ce n'est pas un arrêt cardio-circulatoire, le cœur bouge, mais c'est des mouvements inefficaces, on parle d'arrêt circulatoire. Trois types d'arrêt, donc l'arrêt cardio-circulatoire, on le fait tous quand on meurt. Deuxièmement, l'arrêt circulatoire sans arrêt cardiaque, dans une fibrillation ventriculaire par exemple. Et puis l'arrêt cardiaque sans arrêt circulatoire, par exemple le chirurgien cardiaque, lorsqu'il opère un cœur, il le fait arrêter pour pouvoir travailler, mais le patient est branché à une machine qui fait circuler le sang. Là, on est face à un arrêt circulatoire, le patient est en état de mort apparente, priorité est donnée à la réanimation et à l'utilisation du choc électrique externe. Si on ne fait rien, une fibrillation à grosse maille finit par se transformer en fibrillation à petite maille et donner un tracé plat, un arrêt cardio-circulatoire cette fois-ci, et le décès du patient. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce genre de situation? On vous demandera à vous, futurs médecins, de savoir au moins utiliser le défibrillateur externe sur un état de mort apparente par fibrillation ventriculaire. Ce que vous voyez ici sur le schéma, c'est un défibrillateur semi-automatique. Comme on peut voir dans les aéroports, les grandes villes, les gares, ce n'est pas ce genre d'appareil. Vous trouverez plutôt des défibrillateurs automatiques, tout simple. On met les pattes sur le thorax du patient, on allume le défibrillateur et puis lui, il vous parle, il va faire son diagnostic, il vous donne le diagnostic, il vous donne la conduite à tenir et s'il doit choquer, il vous dit de vous éloigner, il va choquer. Ce type d'appareil, plutôt les semi-automatiques, sont à usage médical, donc c'est à nous de les utiliser. 1, 2 et le 3 qui est écrit sur les deux palettes. 1, on va choisir l'énergie électrique qu'on va demander à l'appareil de charger. Quand on est face à un adulte, en état de mort apparente, on tourne la manivelle au maximum. Face à un enfant, c'est 3 à 5 joules par kilo de poids, bien sûr. Après le 1, donc le 1, vous avez sélectionné l'énergie, vous appuyez sur le 2 qui est ici sur l'appareil, mais aussi sur une des deux palettes que vous avez déjà en main. En appuyant sur le 2, vous allez demander à votre appareil de charger l'électricité et donc il va vous faire un bruit de plus en plus aigu du genre et puis il va sonner quand il va charger l'énergie. C'est sa façon de vous dire j'ai chargé l'énergie que vous m'avez demandé, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Après le 2, c'est le 3, donc on se positionne sur le thorax du patient.
une électrode là où on tape le choc de pointe, la deuxième électrode sur le sternum ou légèrement à droite, de telle sorte à ce qu'on prenne entre ces deux palettes notre cœur. On demande à tout le monde de s'éloigner, le corps humain est conducteur d'électricité. Si vous choquez alors que quelqu'un est en train, n'oublions pas que c'est une situation d'urgence, peut-être que quelqu'un est en train d'intuber, l'autre est en train de prendre une voie d'abord, etc. Si vous ne faites pas ça, les soignants qui sont avec vous risquent d'être électrocutés, ça peut être dangereux, c'est une énergie électrique intense. Donc vous dites à tout le monde, éloignez-vous, je choque, et vous appuyez sur les deux numéros 3 à la fois, et vous avez délivré votre choc. Ça, c'est l'aspect utilisation. Maintenant, l'aspect scientifique du défibrillateur, à quoi ça sert? Le défibrillateur sert à faire traverser au cœur une énergie électrique intense. Cette énergie électrique intense va obliger toutes les cellules ventriculaires, y compris celles qui sont en train de se dépolariser, elle va les obliger à répondre à cette électricité. Et donc à se dépolariser au même moment et à se repolariser toutes au même moment pour obtenir un zéro électrique. Le but du défibrillateur, c'est de vider le cœur, c'est de décharger le cœur. Il ne donne pas d'électricité au cœur, mais au contraire, il va éteindre le cœur. En éteignant le cœur, on va espérer que le nœud sinusal se réveille en premier, dépolarise les oreillettes, conduit dans le nœud AV, dépolarise le ventricule et rétablit le rythme sinusal et rétablisse le rythme sinusal. C'est ça l'objectif du défibrillateur. Ça sous-entend, on réalise une défibrillation d'une énergie électrique anormale, anarchique, inhabituelle, pour l'éteindre et espérer que le nœud sinusal redémarre. Ça ne sert absolument à rien de choquer un tracé plat, de délivrer un choc électrique sur un tracé plat. Le zéro électrique, vous l'avez ici. Vous n'avez pas à aller le chercher. Vous devez réanimer votre patient, faire un massage cardiaque, donner des drogues, etc. Mais surtout pas choquer en cas de tracé plat. On choque une énergie électrique anormale pour la vider et espérer que le nœud sinusal se réveille et rétablisse un rythme sinusal. Et en fait, cette diapositive du défibrillateur me permet donc de faire la jonction avec le cours des antiarythmiques. Et donc, principalement dans les antiarythmiques, on va voir deux entités, les antiarythmiques médicamenteux. C'est ça le cours que je suis censé vous faire. Et vous verrez aussi brièvement les moyens non médicamenteux. Dans les moyens non médicamenteux, vous avez le défibrillateur externe, je viens de vous détailler, le défibrillateur interne, qui est implantable ou interne, qui ressemble à un pacemaker, relié à un câble implanté à l'intérieur du cœur du patient, qui capture le signal électrique et le fait analyser par une série donc, de microprocesseurs. Il va faire des algorithmes, qui vont l'algorithme qu'on a fait nous pour la tachycardie ventriculaire. Et puis lorsqu'il détecte un rythme anormal, il délivrera un traitement le long de ce câble. Le troisième et dernier moyen non médicamenteux, c'est l'ablation par radiofréquence ou par cryoablation, qui consiste à brûler par la chaleur ou par le froid à l'intérieur du cœur, soit des zones d'où naît la tachycardie, soit des zones où passe la tachycardie pour être transmise, afin de détruire ces zones-là et faire arrêter la tachycardie. Les deux exemples que vous voyez ici, ce sont le flotteur où on va brûler entre la crista terminalis et l'anneau de la tricuspide pour empêcher l'électricité de passer, ou bien la voie accessoire qu'on va bloquer définitivement pour empêcher le passage de cette électricité. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le cours des troubles du rythme. On va initier maintenant le cours des antiarythmiques et je vais essayer de remettre ma vidéo à zéro pour vous faire la deuxième partie du cours. Ça vous fait une petite pause de quelques secondes. Donc, je vous revois après cette petite pause que j'espère très très courte pour vous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire de votre côté. Donc, les vidéos sont postées sur Facebook et vous êtes en train de les voir. J'espère que vous faites ça sérieusement. Donc, on avait vu les antiarythmiques non médicamenteux, le défibrillateur externe, interne et l'ablation par radiofréquence. Là, on va voir plutôt les antiarythmiques médicaments et c'est ça le dernier cours qu'on était censé faire ensemble. Donc, pour les moyens médicamenteux antiarythmiques, on citera la classification de Vaughan et Williams, vous voyez l'année 1970, qui est axée sur 4 classes d'antiarythmiques. Ces 4 classes d'antiarythmiques, Vaughan et Williams les ont initiées ou les ont, si vous voulez, classées selon le site d'action sur le canal ionique, sur le blocage du fameux canal ionique. Donc ces antiarythmiques vont bloquer un canal ionique. Le blocage de ce canal ionique va provoquer l'interruption de la tachycardie. Donc pour les antiarythmiques de classe 1, c'est une classe qui va bloquer les canaux ioniques du sodium. La classe 2, ça sera les bêta-bloquants.
La classe 3, ça bloquera les canaux ioniques du potassium. Et la classe 4, ça bloquera les canaux ioniques du calcium. On a rajouté deux nouvelles classes d'antiarythmiques. La classe 5, ce sont des bradycardisants spécifiques qui n'agiront que sur les canaux IF qu'on trouve uniquement au niveau du nœud sinusal. Vous avez vu cette molécule l'ivabradine dans le cours de l'insuffisance cardiaque. Vous avez dit qu'il fallait la donner en cas d'intolérance au bêta-bloquant ou en cas d'inefficacité, c'est-à-dire que le patient est sous bêta-bloquant en dose maximale et qu'il reste rapide. On peut utiliser l'ivabradine sous réserve et à condition qu'il soit en rythme sinusal. La classe 6, où on a mis les molécules qui augmentent le tonus vagal, on citera l'adénosine et la digoxine qui agiront en augmentant le tonus vagal, donc de façon globale, ça aura le même effet qu'une manœuvre vagale. On va s'intéresser donc aux quatre classes de Vaughan et Williams, et pour comprendre ces classes, il faut faire un bref rappel du potentiel d'action d'un cardiomyocyte. Le potentiel d'un cardiomyocyte, je vous rappelle, passe par 5 phases, sachant que la phase 0 compte pour une phase, donc il y a 5 phases. Phase 0, c'est la phase de dépolarisation, où on a une entrée du Na+, à l'intérieur de la cellule à travers les canaux Na+. La phase 1, c'est la repolarisation précoce, caractérisée par la sortie du potassium. La phase 2 ou phase de plateau, le potassium continue à sortir, mais cette sortie est contrebalancée par une entrée du Ca2+ à l'intérieur de la cellule pour initier la contraction. La phase 3, c'est la repolarisation tardive, caractérisée par la sortie encore du potassium. À la fin de la phase 3, la cellule est revenue à son potentiel électrique de départ. De façon globale et grossière, si elle a gagné une centaine de charges positives, à la fin de la phase 3, elle a fini par perdre une centaine de charges positives. Elle est revenue à son électricité de départ. Mais au plan ionique, elle est complètement perturbée. Elle est riche en Na+, ce qui est inhabituel, et pauvre en potassium, ce qui est aussi inhabituel. Apparaîtra à la phase 4 la pompe Na+, K+, qui aura pour but de rééquilibrer les ions de part et d'autre de la cellule. Elle est neutre électriquement, donc elle fait changer une charge positive contre une charge positive. Elle va faire sortir un sodium contre la captation d'un potassium, donc elle ne change pas l'électricité, elle est plate, la phase 4. Elle aura pour objectif de rééquilibrer les ions de part et d'autre de la cellule. Il faut savoir que ce potentiel d'action, comme on vient de le voir, n'a pas la même morphologie partout. Par exemple, le Ca2+, qui sert essentiellement à la contraction, il va surtout être apparent au niveau des zones qui se contractent, essentiellement les zones ventriculaires. Par exemple, dans le nœud sinusal, qui se contracte peu, dans le myocarde auriculaire, qui ne se contracte pas autant que le myocarde ventriculaire, le Ca2+ n'est pas très apparent. Et par conséquent, il n'y a rien qui va contrebalancer cette fameuse, comme on l'a vu ici, cette fameuse sortie du potassium. J'essaie de revenir sur la diapo précédente. Donc il n'y a rien qui va contrebalancer s'il n'y a pas beaucoup de Ca2+. Donc cette sortie du potassium ne sera pas contrebalancée au niveau du nœud sinusal et du myocarde auriculaire. Et par conséquent, elles auront un potentiel d'action où la phase 2 est quasiment inexistante, comme on peut le voir ici dans le nœud sinusal, dans le myocarde auriculaire et dans le nœud auriculo-ventriculaire. Par contre, dans les étages ventriculaires, cette phase 2 est beaucoup plus apparente et on a le véritable aspect du potentiel d'action tel qu'on le connaît. Donc on va tout d'abord s'intéresser à la classe 1 de Vaughan et Williams. Pour rappel, la classe 1, c'est les antiarythmiques qui bloquent les canaux sodiques, qui bloquent le Na+. On s'est rendu compte que le Na+, accompagne le Ca2+ dans son mouvement. Et donc, très probablement, on va trouver beaucoup de canaux sodiques là où il y a beaucoup de canaux calciques. Et comme je viens de vous l'expliquer, il y a beaucoup de canaux calciques dans les zones qui se contractent, donc dans le myocarde ventriculaire essentiellement. Ça sous-entend indirectement qu'un antiarythmique de classe 1 risque d'avoir un effet important, antiarythmique important, une efficacité importante à l'étage ventriculaire. Et à partir de cette base-là, les scientifiques qui ont mis en œuvre l'étude CAST ont raisonné. Ils se sont dit quelle est l'étiologie principale des tachycardies ventriculaires. C'est la cardiopathie ischémique, comme on l'a vu. Et donc ils ont pris des patients post-infarctus et ils se sont dit est-ce qu'on peut, en rajoutant un antiarythmique de classe 1, est-ce qu'on peut améliorer leur pronostic? Donc c'était ça l'étude CAST. Elle a pris des patients post-infarctus qu'elle a scindés en deux populations. Ils ont tous les deux populations ont reçu le basique, bêta-bloquant, aspirine, statine, IEC, clopidogrel ou les nouveaux anti-agrégants plaquettaires. Dans un groupe, on a mis un placebo et dans l'autre, on a mis un antiarythmique de classe 1. L'objectif était de prévenir, d'éviter les troubles du rythme ventriculaire dans cette
population chez qui on a mis l'antiarythmique de classe 1, s'ils ne vont pas faire beaucoup de tachycardie ventriculaire, ils auront moins de complications, un meilleur pronostic, moins d'hospitalisation, moins d'insuffisance cardiaque et au final moins de mortalité. C'était ça l'objectif de l'étude CAST. Malheureusement, l'étude CAST a été arrêtée prématurément, elle devait se dérouler sur 5 ans, elle a été arrêtée très rapidement parce qu'on a constaté au contraire une surmortalité dans le sous-groupe qui a reçu cette antiarythmique de classe 1. Dans la classe 1, il y a 3 sous-groupes. Cette surmortalité a été constatée essentiellement pour le sous-groupe 1A et 1C. Elle a été neutre, il n'y avait pas de surmortalité dans le groupe 1B. L'étude a été arrêtée, elle était négative, mais même d'une étude négative, on peut tirer des conclusions. Et c'est là qu'on a compris cette interrelation. Le fait de bloquer le Na+, ça bloque le CA2+. Si ça bloque le CA2+, ça aura un effet inotrope négatif, bien sûr un effet pro-arythmogène, mais surtout un effet inotrope négatif, dans une pathologie où on a à la base une fraction d'éjection qui est basse, une force cardiaque qui est diminuée. En aggravant cette diminution, on va augmenter le nombre d'insuffisances cardiaques, on va aggraver le nombre d'hospitalisations et de mortalité dans ces sous-groupes. À partir de l'étude CAST, moi je ne vous demanderai pas de retenir l'étude CAST, je vous en ai parlé juste pour savoir d'où est-ce qu'on a sorti ces décisions-là. À partir de l'étude CAST, on conclut que les antiarythmiques de classe 1A seront utilisés dans les arythmies atriales et ventriculaires à condition que le cœur soit 5, la fraction d'éjection ne soit pas basse. Les antiarythmiques de classe 1 dans leur sous-groupe B peuvent être utilisés dans les arythmies ventriculaires, même en cas de fraction d'éjection basse, comme nous l'a démontré l'étude CAST. Par contre, les antiarythmiques de classe 1C peuvent être utilisés dans les arythmies atriales et ventriculaires sous réserve et à condition que le cœur soit sain ou que la fraction d'éjection ne soit pas très basse, soit conservée. Ensuite, la classe 2. La classe 2, ce sont les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, c'est une classe qu'on rencontre fréquemment en cardiologie. Donc, je vous avais parlé durant le cours des états de choc cardiogénique des récepteurs bêta-adrénergiques, bêta 1 qui sont au niveau du cœur, bêta 2 qui sont en périphérie. La stimulation des bêta 1 aura un effet inotrope, chronotrope, dromotrope et baphmotrope positif. Le blocage des récepteurs bêta 1 par un bêta bloquant aura l'effet négatif. Cette classe, vous la rencontrez en cardiologie dans l'hypertension artérielle. Vous avez dit qu'elle a été relarguée au second plan. Ce n'est plus une classe de première intention dans l'HTA. Elle est utilisée dans l'angor et le syndrome coronaire aigu. Elle est utilisée dans les arythmies, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Dans les cardiomyopathies, elle est aussi utilisée dans l'insuffisance cardiaque chronique. Et elle a d'autres indications non cardiologiques, telles que le tremblement musculaire, le glaucome à angle ouvert. Excusez-moi. Les indications des bêta-bloquants en rythmologie, donc ils permettent de ralentir la fréquence ventriculaire dans les tachycardies atriales, qui marchent pour la manœuvre vagale. Donc le fait d'agir sur le nœud auriculo-ventriculaire, on va empêcher cette tachycardie atriale de descendre vers le ventricule. Comme on agit aussi dans le nœud Donc j'en étais aux effets indésirables des bêta-bloquants. Je disais que ces effets indésirables découlaient de leur action sur les récepteurs bêta 1 et bêta 2. Donc on aura des effets indésirables cardiovasculaires, ça on en a parlé. Les effets non cardiovasculaires tels que l'aggravation d'un asthme par le blocage des bêta 2 récepteurs, la diminution de la perception des hypoglycémies et éventuellement, pour certains bêta-bloquants qui traversent la barrière hémato-encéphalitique, des troubles du sommeil, des troubles dépressifs, voire même un syndrome ou un phénomène de Raynaud par vasoconstriction périphérique. Les contre-indications, c'est l'asthme aigu grave non contrôlé par traitement, le BAV de deuxième et de troisième degré, les bradycardias avec une fréquence cardiaque inférieure à 40, donc la maladie de Raynaud, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs au stade d'ischémie grave, parce que la vasoconstriction va aggraver cette ischémie, et bien sûr l'insuffisance cardiaque à sa phase congestive. À cette phase-là, il faut plutôt privilégier les diurétiques, les bloqueurs du système rénino-angiotensine. Une fois que le patient est décongestionné, qu'il ne crépite plus au niveau pulmonaire, on pourra mettre les bêta-bloquants. Donc la classe 3, c'est des antiarythmiques qui vont plutôt bloquer les canaux potassiques, comme on le dit depuis tout à l'heure. Donc le potassium est le seul ion repolarisant et ça confère à cette classe un effet qui lui permet d'agir à tous les étages, sur tout type de tachycardie. On citera l'amiodarone comme chef de file de cette classe, mais aussi le sotalol. Dans sotalol, vous arrivez à entendre
le suffixe ol qui est caractéristique des bêta-bloquants. Le sotalol est un bêta-bloquant qui a la propriété de bloquer les canaux potassiques. Ils ont une efficacité démontrée à tous les étages du cœur, quelle que soit la fraction d'éjection, parce qu'on le verra, leur effet inotrope négatif est minime. Malheureusement, cette classe, ou plutôt la cordarone essentiellement, a une demi-vie très longue, 20 à 100 jours. Et donc, malheureusement, quand vous avez un patient qui est sous cordarone et pour X raisons, vous devez arrêter parce qu'il y a un effet secondaire, une mauvaise tolérance, etc., vous l'arrêtez, mais vous devez surveiller votre patient 20 à 100 jours. Pourquoi? Parce qu'au fait, la cordarone, quand on la prend par voie orale, se fixe au niveau du tissu lipidique, sature ce tissu lipidique, l'excédent qui reste va nager dans le sang et exercer l'effet antiarythmique. Quand on arrête la prise du médicament, le tissu lipidique continue à larguer progressivement cette cordarone et ce largage peut aller de 20 à 100 jours après l'arrêt de la molécule. Donc les propriétés pharmacologiques, ça bloque les canaux potassiques, ça bloque les canaux Na+, si ça bloque le Na+, ça aura un effet bloqueur du Ca2+, sauf que cet effet est minime, et donc l'effet inotrope de cette molécule, la cordarone, est minime, ce qui permet son utilisation, même en cas de fraction d'éjection basse. La diapo suivante. Donc les effets indésirables de l'amiodarone sont de deux types. Les effets dépendants de la dose, c'est plutôt une intoxication. À l'arrêt du médicament et au bout de cet intervalle de 20 à 100 jours, ces effets sont censés disparaître. On citera les dépôts cornéens, la photosensibilisation, l'élévation des transaminases parce que le catabolisme de cette molécule est hépatique et les bradycardies. L'interruption de la molécule, au bout de ce laps de temps, fera disparaître ces effets-là. Par contre, les effets qui nous gênent le plus, ce sont les effets dose indépendants, c'est plutôt des effets immunoallergiques, et vous allez voir qu'ils ne disparaissent pas malgré l'arrêt de la molécule. Au mieux, ils s'arrêtent à leur stade, ils ne s'aggravent pas plus, mais ils ne disparaissent pas. C'est la dysthyroïdie qui impose donc un contrôle de la TSH chaque 6 mois chez quelqu'un qui est mis sous cordarone en cours, les neuropathies périphériques avec ataxie cérébelleuse, et bien sûr la fibrose pulmonaire. Comme je l'ai dit, ces effets-là, même si on arrête l'antiarythmique, ils persistent. Au mieux, ils ne s'aggravent pas chez le patient, mais ils ne font pas marche arrière, ce qui rend cette molécule difficile à manipuler, d'où la nécessité de la réserver aux patients qui ne peuvent prendre ni la classe 1, ni la classe 2, ni la classe 4 pour des raisons de contre-indication. On pourra passer à l'amiodarone. Bien sûr, je ne parle pas d'utilisation en urgence. L'utilisation en urgence ne passe pas par cette saturation du tissu lipidique, elle s'utilise par voie veineuse et donc on l'injecte, elle aura son effet, il y aura peu ou pas du tout ces effets dose indépendants, etc. Je parle de l'utilisation au long cours. La dernière classe, c'est la classe 4. Les antiarythmiques de classe 4 bloquent le Ca2+, et les inhibiteurs calciques. Par conséquent, ils ont un effet essentiellement inotrope négatif. Ils vont agir sur les tachycardies, surtout ventriculaires, à condition que la fraction d'éjection soit conservée, que le cœur ne soit pas amoché, que la force du cœur ne soit pas abaissée. Les effets indésirables sont la constipation pour le verapamil, les œdèmes des membres inférieurs qui sont communs à tous les inhibiteurs calciques. Inhibiteur calcique, c'est un vasodilatateur artériel qui n'a pas d'effet sur la veine et par conséquent, il va augmenter la pression hydrostatique au niveau du capillaire et il va provoquer ces œdèmes. La bradycardie, les BAV, l'hypotension artérielle, voire même une insuffisance cardiaque par cet effet inotrope négatif. Donc en conclusion de ce dernier cours que je devais avoir avec le groupe actuel de cardiologie, je vous dirais que les antiarythmiques occupent une place importante dans le traitement des arythmies. Elle n'est pas exclusive, mais elle est importante. Ils diminuent les symptômes du patient, mais aussi ils ont un effet sur la mortalité par ces fameux troubles du rythme. Leur association au défibrillateur est importante. Ils économisent le défibrillateur, et je vous l'explique tout de suite. Le choix de la molécule dépend bien sûr du site d'action, mais dépend des résultats des différentes études, comme on a vu CAST, etc. Il y a d'énormes études qui ont plus ou moins placé chaque antiarythmique par rapport aux différents troubles du rythme. Bien sûr, il faut faire attention aux interactions médicamenteuses et aux effets proarythmogènes de ces antiarythmiques. Concernant cette histoire d'économiser le défibrillateur, je vous dirais globalement qu'un défibrillateur implantable a une durée de vie. On va dire qu'il va délivrer à peu près une quarantaine de chocs, puis il se vide, ses batteries se vident, il faut aller le changer. Si votre patient fait un trouble du rythme menaçant chaque heure, ça veut dire qu'il va globalement 24 heures choquer 24 fois, donc le défibrillateur va tenir 2 jours. C'est impossible d'opérer le patient chaque 2 jours, ni pour le patient lui-même pour son confort, ni pour l'économie de santé. On ne peut pas se permettre d'implanter un défibrillateur chaque 2 jours.
Pour ce profil patient, on mettra ces patients-là sous antiarythmiques médicaments. En général, c'est des associations d'antiarythmiques qui feront en sorte que ces patients feront un trouble du rythme menaçant, on va dire, chaque mois, chaque 2 mois. Et donc, leur défibrillateur va délivrer une dizaine de chocs par année, voire moins. Et donc, ce défibrillateur va tenir, avec un peu de chance, 4, 5, 6 ans, voire plus, avant de se vider. Et donc, ce genre de patients, on pourra les opérer, leur proposer un défibrillateur chaque 5 ans. Économiquement, c'est envisageable. Pour le patient, pour sa chirurgie, son intervention, c'est envisageable. Et c'est ce qu'on veut dire par le terme économiser le défibrillateur. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour cette première séance. J'essaierai donc pour les jours à venir, très probablement, je prévois de faire le mardi la même chose. On fera les syndromes coronaires aigus et ça sera un cours destiné aux 6e année. Et le week-end, avec un peu de chance, Inch'Allah, j'essaierai de prendre le programme que je suis censé faire pour le nouveau groupe de cardiologie. On commencera très probablement par l'électrocardiogramme et puis au fur et à mesure on fera les différents cours que je suis censé faire pour les externes. Je vous proposerai donc déjà pour cette séance-là, donc la vidéo sera disponible dans quelques minutes, voire quelques heures, le temps juste de la poster sur Facebook. Vous pourrez la voir ce lundi 12 avril. Je vous donnerai rendez-vous vers 20h ce lundi même pour décortiquer un petit peu ce cours. Si vous avez des questions, je vous demanderai de les poster en commentaire. J'essaierai de me connecter un peu avant 20h. Je récolterai les commentaires et les questions les plus pertinentes. J'essaierai de vous les expliquer et de les détailler. On fera un petit live peut-être de 15 à 30 minutes pour répondre un petit peu à vos questions. Donc essayez déjà de poser des questions durant la journée du lundi. Moi, le soir, en arrivant, je récolterai les questions les plus intéressantes, les plus pertinentes, comme je vous l'ai dit. On répondra à ça. Je ferai très probablement la même chose pour les 6e années le mardi. Donc j'essaierai de poster la vidéo au plus tard le mardi matin. Je leur donnerai la journée du mardi et je vous dirai probablement que ça sera vers 20h. Notre rendez-vous sera vers 20h pour poser quelques questions, discuter un petit peu du cours. Le cours des syndromes coronaires, bien sûr, pour les 4e années, vous êtes invités à assister. C'est pratiquement le même cours, les pathologies ne changent pas. Donc pour eux, ça sera un rappel. Les 6e années ont déjà fait ça. Et pour vous, ça sera aussi un rappel. Vous avez fait ça, je pense, durant vos cours. Ça nous permettra de revoir ça ensemble. Donc, sans vouloir faire de la démagogie, je vous dis faites attention à vous, à vos familles. Ne bougez pas, sauf si c'est nécessaire. Notre mission, votre mission à vous, vous êtes étudiant en médecine. Il est de votre devoir de faire votre médecine. Vous êtes les médecins des prochaines années, Inch'Allah. Ça sera vous. Et donc votre devoir, c'est pas de sortir dehors là, mais c'est de potasser vos cours, soyez de bons médecins. Si vous faites ça, c'est déjà excellent. En ces temps un peu difficiles, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci vos familles, bon courage. À très bientôt. Au revoir.